les principaux médias allemands sont devenus une compagnie de propagande de l'OTAN. Et cette propagande ne vise évidemment pas vous ou moi, mais tous ceux qui en savent peu, qui ont peu de temps pour s'intéresser au conflit en Ukraine, pour s'intéresser aux causes profondes, qui ne connaissent pas ces pays par leur propre expérience. Et c'est là que la propagande entre en jeu. Car celui qui ne sait rien doit croire beaucoup de choses. Les Allemands ont de nombreuses croyances. Et ils se laissent entraîner dans une nouvelle guerre contre la Russie qui se terminera comme les guerres précédentes. Mais il n'y aura alors plus d'Allemagne sur la carte. Je pensais être préparé, mais les révélations de Patrick Bahab m'ont pris de court. Restez absolument jusqu'à la fin. Je m'appelle Simo Hadzaoui, je suis le fondateur de Meet Your Mentor et c'est parti. Monsieur Bahab, Donald Trump qualifie désormais Poutine de fou qui a perdu la raison. Est-ce le début de la fin d'une grande amitié entre hommes? Non, mais cela a effectivement une touche personnelle. Le dernier tweet de Trump montre bien qu'il y a un certain degré de frustration ici. Et cela montre que Donald Trump et ses conseillers ont peu compris ce qui se passe en Ukraine et comment résoudre les problèmes. Tout d'abord, ce qu'il a rétabli, c'est le dialogue personnel entre les deux présidents. C'est une exigence impérative si l'on veut parvenir à une paix, qu'on se rencontre d'égal à égal. Cela reflète le concept de Donald Trump de s'éloigner de l'idée d'un monde unipolaire sous la direction de Washington. Donald Trump a accepté et compris, et son équipe, Marco Rubio et ses personnes, Witkoff, ont compris que les Américains manquent de la puissance militaire et économique nécessaire pour s'accrocher à l'idée d'un monde unipolaire. Ils inscrivent sur leur bannière le concept d'un monde multipolaire avec plusieurs centres de pouvoir, parmi lesquels figurent également Pékin et Moscou. Maintenant, il faut conclure des accords entre les différentes puissances. Maintenant, les territoires d'influence sont délimités et les sphères de pouvoir sont consolidées. C'est ce que tente Donald Trump. Et ce faisant, il se heurte à une série de difficultés qu'il a sous-estimées. Le premier point que je voudrais mentionner, c'est la position russe. Pour la Russie, ce n'est pas une guerre menée à distance. Pour la Russie, c'est une guerre existentielle. La Russie veut arrêter l'élargissement de l'OTAN à l'Est, y compris l'Ukraine, et ainsi empêcher que des missiles nucléaires américains soient installés dans l'Est de l'Ukraine à une distance de 500 km de Moscou. Poutine subit également une forte pression intérieure. En effet, les régions à l'est du Dniepr étaient à l'origine des territoires russes et ont été rattachées à la République soviétique d'Ukraine en 1922. Cela signifie que nous avons affaire ici à des personnes d'origine russe dont les proches vivent en Russie. Ces personnes sont très bien connectées en Russie et, depuis 2014, elles ont été la cible des attaques du gouvernement central ukrainien. Et c'est là le véritable début de la guerre. La guerre a débuté avec le coup d'État de Maïdan, et Vladimir Poutine subit une pression intérieure parce que la population lui demande « Quand allez-vous enfin faire quelque chose ?» Ce sont nos gens, protégez-les donc enfin. Et Vladimir Poutine voit tout à fait à juste titre que Volodymyr Zelensky est désormais un président illégitime. Son mandat est terminé. Il est désormais un dictateur de facto. Et ce dictateur est, depuis le coup d'État sur la place Maïdan, entouré de fascistes et d'ultranationalistes. Et le concept de ces fascistes et ultranationalistes ukrainiens est une Ukraine ethniquement pure. Et cela vise la population d'origine russe et sa culture. Et cela, il ne peut pas l'accepter. Ici aussi, il a invoqué un droit de protection, c'est-à-dire un droit de protéger, dans ses discours. Et c'est de là que viennent les trois revendications centrales de la Fédération de Russie. Premièrement, l'Ukraine reste neutre,
aucune troupe étrangère sur le sol ukrainien. Deuxièmement, la population d'origine russe sera protégée. Cela s'est maintenant produit du fait que les 4 oblasts ont été intégrés à la Fédération de Russie. Et il doit y avoir une dénazification de l'Ukraine. Il faut dire ici, et c'est tout à fait juste, que l'Occident, les pays de l'OTAN, se sont engagés dans une connivence avec les fascistes ukrainiens. Face à cela, il y a la position américaine. Donald Trump veut conclure un accord et il en a besoin rapidement. Car il souhaite considérer l'Ukraine comme une affaire perdue. Son calcul est que tout cela ne sert à rien, pas même à un succès économique. Nous devons résoudre d'autres problèmes. En politique étrangère, il souhaite se concentrer sur la Chine, que l'équipe Trump définit comme l'adversaire bien plus important. Et sur le plan intérieur, il a un problème. Il doit réduire la dette publique galopante et il essaie de réindustrialiser les États-Unis. Il veut créer des emplois, car une chose est claire. Aujourd'hui, ce sont les salariés, les travailleuses et travailleurs des États-Unis qui votent pour les républicains. Le parti de l'élite, ce sont aujourd'hui les démocrates. Mais il y a aussi beaucoup de néoconservateurs au sein du parti républicain qui veulent maintenir la suprématie américaine. Et actuellement, à mes yeux, il semble que Donald Trump et l'équipe Trump perdent l'affrontement avec les néoconservateurs dans l'appareil. Il faut s'imaginer qu'un nouveau président peut placer peut-être 1000, peut-être 1500 personnes de confiance dans les différents ministères de l'administration centrale. Mais le Pentagone, le Foreign Office, toutes ces autorités centrales à Washington sont dominées par les néoconservateurs. Rien qu'au Pentagone, 27 000 personnes travaillent dans le domaine des relations publiques. Ce sont d'énormes appareils. En ce moment, l'appareil entrave Donald Trump. Ils ne remplissent pas leur rôle. Deuxièmement, le Congrès est dominé par de puissants sénateurs et députés, comme par exemple Lindsey Graham. Il dit que nous devons augmenter la pression sur la Russie et Donald Trump risque de perdre sa majorité parlementaire s'il ne cède pas. Le troisième niveau, c'est l'Europe et actuellement, le calcul des chefs de gouvernement européens est qu'il est possible d'attendre que Trump parte. Le calcul des Européens consiste simplement à bloquer Trump, à bloquer ses initiatives de paix là où c'est possible, à maintenir la guerre en cours et à attendre qu'un nouveau président entre à la Maison-Blanche dans environ 4 ans pour ensuite poursuivre la guerre de toutes leurs forces contre la Russie. C'est la stratégie des Européens. Et les Européens se sont profondément impliqués dans ce conflit en Ukraine. Ils ne peuvent plus en sortir. Ils ont ruiné leur propre pays à cause des sanctions et du coût de la guerre, et ils ne peuvent pas se permettre la paix. Un bilan sera donc réalisé, mais ils préfèrent durcir les choses. Ils veulent créer un tribunal pénal totalement illégal qui viserait les prétendus crimes de guerre russes. Et bien sûr, il en résultera que la Russie devra payer des réparations. Et ensuite, ils garderont tout simplement les près de 300 milliards d'euros volés que la Fédération de Russie avait investis dans les pays européens. C'est le but. La Russie n'acceptera pas cela, et cela garantit que cette guerre continuera encore pendant de nombreuses années. C'est un raisonnement amer et brillant. Nous reviendrons plus tard sur certains points, notamment le tribunal spécial qui vient d'être mis en place. Comment se fait-il, monsieur Baab, qu'une conversation entre Trump et Poutine, deux des hommes les plus puissants du monde, ait été jugée presque unanimement négative par les médias allemands ? Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais je perçois beaucoup de rhétorique de paix de la part de Donald Trump, et d'un autre côté, je vois les Européens qui sabotent la paix. Est-ce une observation correcte ? J'aimerais citer ici le général Harald Kuyat, qui parle également, en ce qui concerne les médias et la politique allemande, de la stratégie des 3 I.
Incompétence, ignorance et idéologie. Les médias autoproclamés de qualité en Allemagne sont totalement inadaptés comme source d'information. On peut résilier son abonnement au journal et jeter la télévision par la fenêtre. Car tout ce qu'ils présentent, c'est de la propagande de l'OTAN. Là, on recopie simplement des informations délirantes du Secret Intelligence Service. Depuis 2014, la présence des correspondants sur place est très limitée. Au moment où la guerre a éclaté, les médias ouest-allemands ont également retiré leurs correspondants. Et cela montre bien qu'on ne veut même pas prendre connaissance de la réalité. On préfère se soumettre à la propagande de l'OTAN. Les principaux médias allemands sont devenus une compagnie de propagande de l'OTAN. Et bien sûr, la propagande ne vise pas vous ou moi, mais tous ceux qui en savent peu et qui n'ont pas le temps de s'intéresser au conflit en Ukraine, de s'intéresser aux tenants et aboutissants que ces pays ne connaissent pas par leur propre observation. Et c'est là que la propagande intervient, car celui qui ne sait rien doit croire beaucoup de choses. Et les gens en Allemagne croient beaucoup de choses et se laissent entraîner dans une nouvelle guerre contre la Russie qui se terminera comme les guerres précédentes. Mais il n'y aura alors plus d'Allemagne sur la carte, car nous avons affaire ici à la plus grande puissance nucléaire. Une puissance nucléaire sous pression utilisera l'arme atomique. Et notre élite politique se comporte comme des joueurs imprudents qui ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Et l'enjeu dans ce jeu de bonneteau de M. Merz et de M. Scholz et de tous les autres, dont je n'arrive même plus à retenir les noms, ce sont 85 millions de personnes en Allemagne. Et la vie de 85 millions de personnes, qui se laissent néanmoins entraîner toujours plus profondément ici comme des moutons endormis. Monsieur Bahab, j'ai eu la chair de poule tout à l'heure quand vous avez dit que les Européens espèrent voir un nouveau président américain dans 3 ou 4 ans et ensuite attaquer la Russie de toutes leurs forces avec l'aide des Américains. À quoi ressemblerait un tel scénario ? Je veux dire, de l'autre côté, nous avons Poutine, qui observe de très près et qui est aussi prêt à riposter à tout moment. C'est l'escalade absolue que vous venez de décrire. Nous sommes déjà très très proches d'affrontements militaires en dehors de l'Ukraine. Récemment, les Estoniens ont tenté de s'emparer d'un pétrolier dans les eaux internationales, alors qu'ils voulaient se rendre au port russe de Primorsk. Ils ont voulu forcer le navire à entrer dans les eaux estoniennes en le percutant avec un hors-bord de la marine estonienne. Ensuite, 2 hélicoptères ont tenté d'aborder le navire, un acte de piraterie totalement illégal. L'armée de l'air russe a alors envoyé un chasseur de supériorité aérienne Sukhoi 35 qui n'a laissé aucun doute sur le fait qu'il abattrait les hélicoptères. Et si les hélicoptères ne s'étaient pas retirés, nous aurions eu un acte de guerre en mer Baltique. Et maintenant, c'est la prochaine étape. Faire monter la tension en mer Baltique. Les Estoniens vont continuer à essayer de maintenir la pression et de repousser les navires qui se rendent dans les ports russes. Cela conduira la Russie à escorter ses navires en mer, mais aussi dans les airs. Et alors nous serons tout près d'affrontements militaires. Si un tel pilote dans un Sukhoi 35 reçoit l'ordre de tirer, il appuiera sur le bouton et alors les hélicoptères seront détruits. Et alors nous serons en guerre avec la Russie. Et ce n'est qu'une première étape. Le chancelier Merz a clairement indiqué qu'il voulait livrer des Taurus. Il a clairement indiqué qu'il ne donnera plus d'informations sur ce qui sera exactement livré. D'après mes informations non encore confirmées, je dois le préciser, des missiles de croisière Taurus ont déjà été livrés à l'Ukraine et leur utilisation est en cours d'essai. C'est une technologie qui doit ensuite être installée sous les anciens avions russes, sous les anciens Sukhoi. C'est une question de compatibilité. Si des missiles de croisière Taurus sont tirés sur le pont de Kertch
et touche le pont, alors l'état de guerre est déclenché. La Fédération de Russie a déclaré que si le Taurus est utilisé, l'Allemagne sera considérée comme une partie belligérante et qu'une situation pourrait alors survenir dans laquelle la Fédération de Russie imposerait par la force le respect du traité 2+4 sur l'unité allemande, en particulier l'article stipulant qu'aucune guerre ne doit jamais partir du sol allemand, à savoir par l'utilisation d'une arme nucléaire tactique contre l'Allemagne. Cela est ouvertement discuté en Russie. Je l'ai également mentionné à plusieurs reprises. Le conseiller du gouvernement, le professeur Karaganov, a déclaré dans une interview « Si les politiciens européens ont oublié à quoi ressemble le chemin vers l'enfer, nous pouvons le leur montrer. La population ne sait manifestement pas à quel jeu dangereux elle s'est livrée en élisant Merz. Ces élites dégénérées croient qu'elles pourront s'enfuir avec le dernier avion quand tout explosera. Et je suis sûr que Moscou cherchera précisément à empêcher cela. » C'est vraiment tellement amer ce que vous nous dites là. Je dois vraiment le répéter. À certains moments, j'ai eu la chair de poule parce que j'essaye toujours de voir le côté positif dans tout. Mais cela ressemble déjà à un scénario très très menaçant. Il y a encore des politiciens et des experts militaires qui obtiennent un temps d'antenne important. Notamment une Strack Zimmermann qui n'a même plus de mandat. Notamment un Hofreiter qui parle d'une guerre inévitable contre la Russie. Est-ce une préparation rationnelle, comme vous venez de la décrire? Ou est-ce une guerre psychologique délibérée? Eh bien, on veut habituer la population à l'idée qu'une guerre avec la Russie est inévitable et on veut la plonger dans un état d'hystérie de sorte que les ressentiments anti-russes et la russophobie prennent le dessus sur la raison. Le but est de priver la population de la capacité de penser par elle-même, car en y regardant de plus près, le Kremlin n'a aucun intérêt à attaquer l'OTAN. Pour une raison simple, un pays comme l'Allemagne n'a rien dont la Russie pourrait avoir besoin. Cela peut être une blessure narcissique, mais la Russie est un pays autosuffisant en énergie et en ressources. C'est par exemple un exportateur agricole. La Russie produit de l'acier et de l'aluminium au niveau des États-Unis et a dépassé l'Allemagne et la France. Ce dont la Russie a besoin, ce sont des investissements dans la connectivité et dans l'exploitation des ressources naturelles. Et la Russie a opéré un tournant vers l'Asie. L'Occident n'arrivera pas, une fois de plus, à semer la discorde entre Pékin et Moscou. Du point de vue de Pékin également, cela n'aurait aucun sens, car Pékin a besoin d'un partenaire fiable au nord, qui ne soit pas influencé par l'Occident, et considère en outre la Russie comme une réserve de matières premières située à l'arrière. Donc l'alliance entre les deux ne pourra pas être brisée. La Russie a investi des milliards dans des routes, des voies de ferrée, des navires, des brise-glaces qui relient les pays entre eux via la route du Nord, mais aussi entre la mer Caspienne et la mer Noire. Les trajets de transport sont ainsi réduits. Ces investissements de plusieurs milliards doivent être rentables, ils doivent être amortis pour la Fédération de Russie, et la Russie n'a plus qu'un faible intérêt pour l'Europe. Mais inversement, le déploiement d'une brigade blindée allemande en Lituanie, la violation du traité 2+4 et de l'acte fondateur OTAN-Russie ne peuvent être perçus par la Russie que comme une provocation et un acte de guerre. Et ici, les hommes politiques français, britanniques et allemands pensent qu'ils peuvent continuer à faire monter les enchères petit à petit et que les Russes vont accepter cela. Ici, la stratégie russe diffère totalement. La Russie encaisse beaucoup de choses et attend, puis, à un moment fixé par le Kremlin lui-même, elle répondra par une contre-attaque massive et ce sera un coup d'anéantissement, c'est très clair, car Vladimir Vladimirovitch Poutine est sous une forte pression intérieure. Et ce n'est pas une pression de gens comme autrefois Navalny ou quelque chose comme ça.
Mais il est aussi entouré de personnes qui lui disent « Vladimir Vladimirovitch, tu ne le remarques pas? Il nous déteste. Nous devons maintenant nous opposer fermement aux Européens pour que leurs enfantillages cessent. » Et là, des gens comme Merz ne savent manifestement pas ce qu'ils ont avec Poutine. Il est l'un des rares à désamorcer les tensions dans ce jeu. Il agit avec beaucoup de prudence, et cela découle de la logique du conflit. Depuis 1991, depuis l'indépendance de l'Ukraine, ce sont surtout les Américains, mais aussi l'Union européenne qui essaie d'intégrer l'Ukraine dans le circuit économique occidental et dans l'OTAN. Différentes étapes ont été franchies. Il y a eu la révolution orange en 2004, cela a fonctionné. Mais Yushchenko, en tant que président, a encore été évincé. Yanukovych a remporté la course. Ensuite, on a essayé, en 2008, lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, d'inviter l'Ukraine et la Géorgie à rejoindre l'OTAN. À ce moment-là, l'Allemagne et la France ont encore voté contre. Mais en 2014, la situation était différente lorsque l'Occident, l'OTAN, l'Union européenne, mais surtout la CIA, ont orchestré le coup d'État sur le Maïdan. Là, comme sur un bazar, des négociations ont été menées avec des fascistes ukrainiens, des fascistes militants, sur le nombre de meurtres nécessaires pour que les gouvernements de l'Union européenne puissent pousser le président légalement élu, Yanukovych, hors de ses fonctions. Des hommes politiques allemands ont également participé à ces négociations. On peut le lire dans les études d'Ivan Kachanovski, qui sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site internet de l'éditeur Springer. Tout le monde peut le lire, c'est écrit dedans. Bien sûr, on essaie de cacher cela au public par des mesures de censure. Nous vivons sous une cloche de censure. Mais une chose est claire, les forces qui font monter l'escalade se trouvent en Europe. Cela a quelque chose à voir avec le déclin de l'économie occidentale et avec le déclin du capitalisme occidental. Ici, on essaie d'intégrer de nouvelles ressources dans le circuit économique occidental et on essaie d'accéder aux ressources et matières premières russes dans les conditions les plus avantageuses possibles. On s'imagine cela comme à l'époque de Yeltsin, et pour cela, on souhaite imposer un changement de régime à Moscou par des provocations, mais aussi par des guerres et la force militaire. C'est l'objectif stratégique. Mais j'ai récemment participé à une discussion avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Netchaïev, ici à Berlin. Là, il a dit « Si nous sommes sous pression, alors nous nous défendrons jusqu'à la dernière goutte de sang. » Croyez-moi, nous en avons les moyens. C'était une déclaration relativement claire pour un ambassadeur. Et je suis convaincu que la Fédération de Russie en a les moyens. Elle a, dans la technologie militaire, une avance de 15 ans sur les États-Unis. D'ailleurs, ce sont des analystes militaires américains comme Madjanov qui le disent. Et si je suis la réflexion de Madjanov, cet avantage ne cesse de croître et ne diminue pas. Les hommes politiques européens s'engagent dans un jeu de hasard. Cela est lié à des erreurs de jugement. Au début de l'invasion russe en 2022, ils pensaient qu'ils auraient la partie facile contre la Fédération de Russie. C'est une erreur d'appréciation, la pire erreur d'appréciation que l'on puisse faire, selon l'historienne américaine Barbara Tuchman. C'est la sous-estimation de l'adversaire. On pensait qu'il suffisait de leur enfoncer la porte et que toute la maison s'effondrerait ensuite. Quelque chose de similaire figurait déjà dans Mein Kampf d'Hitler. Vous pouvez vérifier à la page 750. C'est écrit là-bas. De plus, ils ont fait des erreurs de calcul. Et ils se sont eux-mêmes profondément impliqués dans des actes criminels, en organisant notamment le coup d'État sur le Maïdan en 2014. Ils se sont impliqués dans des actes criminels. L'Allemagne et la France en particulier. L'Allemagne et la France étaient des puissances garantes de l'accord de Minsk. Cela signifie que les puissances garantes doivent garantir que cet accord soit respecté. Elles doivent l'assurer.
Les Ukrainiens, le gouvernement issu du coup d'État à Kiev, ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont absolument pas fait. Ils ne l'ont pas fait intentionnellement. Et l'Allemagne et la France ont regardé cela sans rien faire. Ils ont ainsi violé eux-mêmes un traité internationalement valide. Le droit international a été violé. Ces personnes devraient être traduites devant une cour internationale. Ils ont également balayé d'un revers de main les offres de négociation de la Fédération de Russie au tournant de l'année 2021-2022, parce qu'ils pensaient qu'ils attaquent donc, nous les repousserons. Au lieu de cela, les Américains, comme l'a d'ailleurs expliqué ouvertement le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Anthony Blinken, dans le New York Times Magazine, en septembre et décembre 2021, ont secrètement intensifié leur armement. J'étais moi-même sur place et j'ai également visité cette réserve de biosphère en Ukraine, à la frontière roumaine. Là-bas, les paysans m'ont dit que les armes passèrent par là, sous la canopée, invisible pour les satellites. C'était incroyable, mais ça a dû se dérouler ainsi. Ça veut dire que l'Occident a provoqué cette guerre. Il l'a tolérée depuis 2014. Il l'a lui-même co-initié avec le coup d'État sur le Maïdan. Cela n'enlève rien à la responsabilité de la Russie pour toutes ces morts, bien entendu. Mais ce n'est qu'en acceptant que les deux parties portent la responsabilité de la guerre et donc aussi de la paix que nous pourrons parvenir à un accord de paix. Et c'est précisément ce que les Européens ne veulent pas. Votre analyse est brillante, monsieur Baab. Maintenant, les politiciens allemands parlent, de manière quasiment trique, d'une politique étrangère fondée sur des valeurs, d'une politique étrangère souveraine. D'un autre côté, on essaye de réduire les financements à des pays comme la Slovaquie ou la Hongrie, parce qu'ils ne sont pas assez prêts à faire la guerre. Que révèle cela sur la politique étrangère allemande? Vous avez déjà abordé ce sujet précédemment. Il y a beaucoup d'hypocrisie en jeu. C'est une question suggestive. Une question suggestive est une question qui contient déjà la réponse. Et vous avez parlé de duplicité, je n'ai rien à ajouter à cela. L'Allemagne n'a de facto pas de diplomatie étrangère. Nous avons une ambassadrice à Kiev qui se prend en photo sur X avec un char en peluche en écrivant dessous « Mon jouet préféré ». Si elle était réellement envoyée au front, elle se ferait dessus. Et là, on voit bien que nous avons promu des personnes qui n'atteignent même pas le niveau de responsabilité de leurs propres fonctions. Quelqu'un comme Helmut Schmidt savait dans quoi il s'engageait, qu'il portait la responsabilité de 85 millions de personnes. Ces gens qui nous dirigent actuellement ne le savent pas. On les aurait probablement encore enfermés en psychiatrie il y a 10 ans parce qu'ils représentent un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Je ne peux pas faire grand-chose avec de tels politiciens. Si vous me permettez, tout ce discours moralisateur n'est que du baratin. L'exemple de Gaza le montre bien. On assiste en fait à un génocide. Nous participons même en fournissant des armes à Israël. L'Allemagne a bien sûr une responsabilité particulière en raison de son histoire. Mais cela ne peut pas signifier qu'on reste simplement spectateur et qu'on dise, lorsque Netanyahou visite l'Allemagne, qu'il peut se promener librement ici, alors même qu'il existe un mandat d'arrêt contre lui. Tout cela montre la duplicité et prouve que la morale n'est ici qu'un instrument au service de ses propres intérêts politiques. J'ai trouvé l'exemple de Gaza que vous venez de donner excellent. Ce week-end, la presse s'est déchaînée à propos de la guerre des drones menée par la Russie contre l'Ukraine. Et dans le même temps, 12 fois plus de personnes sont mortes à Gaza, en grande partie des enfants. Et cela a peut-être été mentionné à la page 50 dans un tout petit article. Cela décrit parfaitement que nous devrions nous abstenir de donner des leçons de morale. Alors, j'ai dit que les médias dominants ne sont pas adaptés comme source d'information en Allemagne. On peut très bien s'en passer. Cela ressort simplement de la comparaison avec la presse internationale. Bien sûr, je lis aussi des magazines et des journaux américains, ou français, ou russes, et c'est à partir des différentes présentations qu'on obtient une vue d'ensemble.
il faut comparer. Mais ici, la presse allemande est tout simplement en retrait. Les journalistes ne font pas leur travail. Ils se considèrent manifestement comme des idéologues. Tout autre comportement leur coûterait peut-être aussi leur emploi. Et la presse suit la raison d'État en matière de politique étrangère. Et cela est extrêmement dangereux, parce qu'elle néglige sa mission. Je ne parle plus à ces gens. La cancel culture va dans les deux sens. Et dans l'analyse, il est tout à fait clair que ce n'est pas une politique étrangère qui profite aux gens en Allemagne. Mais dans cette guerre, et ici je m'inspire des réflexions de George Orwell dans son roman 1984, il s'agit aussi du fait que l'élite mondialiste dominante, et en Allemagne c'est le cartel des partis au pouvoir, assure son propre pouvoir en détruisant la démocratie allemande. C'est l'étape décisive. Nous vivons sous une chape de censure. L'article 5 de la loi fondamentale n'est pas respecté, comme le prouvent les sanctions contre Alina Lipp et Thomas Rupper. Elles sont totalement illégales, comme toutes ces sanctions qui sont totalement illégales selon le droit international, car elles n'ont pas été imposées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ou l'Assemblée générale des Nations Unies, comme cela avait été le cas pour l'État d'apartheid sud-africain. Ce ne sont que des actes arbitraires, rien d'autre. Et ici, pour la première fois, 2 citoyens allemands sont sanctionnés, ce qui équivaut de fait à une déchéance de nationalité et à une mise au ban. Et ainsi, on essaie de voir si l'on peut faire pression sur des gens comme moi et les réduire au silence. Et les prochains à être sanctionnés, arrêtés, ce sera nous. Et tout cela se fait sous le couvert de la démocratie, qui n'en est plus une depuis longtemps, mais qui est devenue un libre service pour le cartel des partis au pouvoir. Et ce cartel des partis doit aussi être complètement remplacé et évincé. Je soupçonne fortement que le gouvernement actuel, si l'AfD continue de progresser, et elle le fera, car l'alliance Sarah Wagenknecht, à laquelle je suis personnellement bien sûr proche, s'est elle-même détruite en participant à des coalitions bellicistes en Thuringe et dans le Brandebourg. Que justement le cartel des partis au pouvoir, si l'AfD continue de progresser dans les sondages, fera alors déclarer l'état de tension au Bundestag avec une majorité des 2/3 du Parlement. Et lorsque l'état de tension, du point de vue constitutionnel, est déclaré comme une étape préalable à l'état de défense, alors il devient possible de suspendre des droits civiques fondamentaux par voie de décret. Par exemple, on peut imposer des obligations de déclaration, des restrictions de sortie ou une interdiction de quitter le territoire. Il est possible d'imposer des interdictions de rassemblement et d'obliger les gens à effectuer des services. Tout cela est possible et ensuite, la coalition des partis au pouvoir continue de gouverner en excluant la démocratie tout en faisant semblant que nous en avons une. Et ensuite, bien sûr, comme le montrent les sanctions contre Lipp et Rupper, des organisations internationales comme la Commission européenne sont également utilisées dans un jeu de passe-passe. Car je suis convaincu que l'idée de sanctionner ces deux-là a été élaborée à Berlin. On passe alors la balle à Bruxelles et on leur dit « allez-y, faites-le ». Et ensuite, à Berlin, on dit « maintenant, nous ne pouvons plus rien faire ». C'était ceux de Bruxelles. Donc, au fond, c'est un jeu sale qui se joue ici. Et cela montre simplement que nous ne vivons plus dans une démocratie, mais dans une démocratie de façade, où, de fait, le cartel des partis au pouvoir dicte ce qu'il faut faire. Le tribunal spécial que vous avez brièvement mentionné tout à l'heure, d'Ursula von der Leyen contre la Russie, est-ce aussi un élément pseudo-démocratique ? Les chefs de l'Union européenne ont signé à Lviv pour créer un tel tribunal spécial. Ceci vise les crimes de guerre de la Fédération de Russie. Cela ne vise pas les crimes de guerre de l'Ukraine. Cela ne vise pas non plus les délits des politiciens européens. Je l'ai déjà laissé entendre tout à l'heure, ces politiciens sont profondément impliqués dans la guerre en Ukraine parce qu'ils l'ont en partie déclenchée.
Il s'agit ici de condamner la Fédération de Russie et de créer un jugement qui dira ensuite que la Fédération de Russie doit payer des réparations. Et ainsi, on se donne une justification pour confisquer, en fait pour voler, un peu moins de 300 milliards d'euros d'avoirs russes gelés à l'étranger dans l'Union européenne. Mais ce serait alors se causer du tort à soi-même. Car aucun autre pays en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire plus de 150 États dans le monde, n'investirait alors encore de l'argent dans l'Union européenne, mais retirerait plutôt ses fonds. Parce qu'ils ne savent pas s'ils récupéreront leur argent. Aujourd'hui, ce sont les Russes, et demain, ce sera nous. Ou comment l'aviez-vous imaginé ? La Crédit Suisse et la situation difficile de la Crédit Suisse étaient un avant-goût de ce qui va arriver. La conséquence pourrait être un effondrement du système bancaire européen. Ici, on voit la kakistocratie dominante dans l'Union européenne. C'est le règne des plus stupides et des plus mauvais. Elle a besoin de la guerre et toujours plus de guerre, et elle doit entraîner ses propres peuples et ses propres citoyens toujours plus profondément dans cette guerre pour se maintenir au pouvoir. La guerre ne vise pas seulement les Russes, elle vise surtout sa propre population. C'est une guerre pour exploiter sa propre population dans l'Union européenne. Ce que vous décrivez, monsieur Bahab, est absolument génial, bien qu'assez amer. Et il faut donc continuer à maintenir la guerre à l'extérieur pour ne pas regarder les problèmes à l'intérieur du pays. Peut-on vraiment résumer cela aussi simplement ? Eh bien, ce qui se passe ici, c'est bien sûr une manœuvre de diversion ou, comme les sociologues pourraient l'appeler, un conflit bloqué. Il est clair qu'à cause de l'intensification du travail dans la fabrication, dans le processus de production, ce qui a été ressenti dans tous les domaines professionnels au cours des 30 ou 40 dernières années, les gens sont de plus en plus exploités, notamment à cause des prix élevés de l'énergie. Au fond, ce n'est qu'un transfert d'argent des poches des salariés vers celles des fournisseurs d'énergie américains. C'est bien de cela qu'il s'agit, sinon il n'y a rien d'autre. C'est une exploitation de sa propre population. Mais les gens ne se défendent pas parce qu'ils sont anesthésiés par les offres gratuites superficielles du monde numérique. Cela rend dépendant. Cela amène les gens à croire réellement qu'ils reçoivent ici des informations, des actualités, des films gratuitement sur Internet. En réalité, ils paient tout cela en fournissant leurs données. Et bien sûr, les élites au pouvoir savent aussi comment cela fonctionne. Et ils orchestrent ensuite la perception et essaient d'influencer les comportements. Il est évident qu'on ne trouve sur Internet que ce qui a passé les filtres de téléchargement des entreprises et des services secrets. Seulement cela, et ainsi on pourrait dire que la perception de la population est rationalisée, réduite à ce qui est consensuel, et toutes les contradictions sont écartées. C'est une tentative de maintenir la population en ligne, même si elle est en train de tout perdre. Car dans toutes les sociétés détruites par le néolibéralisme, il règne une colère immense. Une colère contre la soi-disant flexibilisation des conditions de travail. Il n'y a plus que des contrats à durée déterminée, du travail indépendant ou des missions ponctuelles. Une colère contre les coupes dans les domaines sociaux, de la santé et des retraites. Tout cela pèse sur les gens. Au final, il s'agit du transfert de la responsabilité des risques de la vie du niveau de l'état social vers l'individu. Et cela provoque chez les individus de la peur et de l'agressivité. Bien sûr, les puissants le savent aussi, car ils sont responsables de ce transfert à travers leurs mesures politiques. Et maintenant, ils essaient de détourner l'attention du fait qu'ils sont eux-mêmes responsables et tentent de diriger la colère, qui devrait en fait être dirigée contre les responsables politiques, vers des boucs émissaires.
Ils cherchent des substituts. Et là, il est facile de mobiliser la colère et la haine de la population contre des minorités, par exemple les réfugiés, ou contre des ennemis extérieurs, les Russes, Vladimir Poutine. Oui, ils nous détestent de toute façon, et toutes ces histoires. Et bien sûr, c'est une manœuvre de diversion délibérée. Et les gens ne s'en rendent souvent pas compte, aussi à cause du matraquage permanent des médias de propagande. Et on peut, et ce processus le montre, agir pendant des années contre les intérêts de la population si les médias autoproclamés de qualité soutiennent et accompagnent cela. Et c'est ce qu'ils font. Les médias s'alignent devant les élites du pouvoir comme des copeaux de métal devant un aimant. Des mots durs, monsieur Baab. Vous venez d'évoquer la manipulation du comportement d'une population sous sédation. Je veux dire, au moment où la population commence à se réveiller, il devrait probablement y avoir des millions de personnes qui descendent dans la rue. J'ai déjà expliqué pourquoi ce n'est pas le cas. Les gens ne descendent pas dans la rue et ils comprennent peu de choses à cette guerre et à ses enjeux. Et la presse, les médias garantissent qu'ils en comprennent de moins en moins. Et c'est la véritable cause. Ici, le dicton s'applique. Qui dort en démocratie se réveille en dictature. Et à mes yeux, il y aura un réveil brutal pour les gens en Allemagne. Les jeunes Space sont déjà recensés. Ils reçoivent des lettres. C'est ce que j'entends dans mon entourage. Ici, on vérifie bien sûr s'ils sont aptes au service de guerre. Et je ne peux que conseiller à ces jeunes de s'y opposer immédiatement et de refuser le service militaire. Sinon, ils finiront au front. Et alors, ils seront bien surpris, parce que ce n'est pas un jeu vidéo. Monsieur Baab, à mes yeux, les départements de relations publiques des entreprises d'armement font un travail génial. Parce que nous vivons actuellement une transformation d'image sans précédent et qu'on nous impose un nouveau récit moral, une nouvelle narration. Ici, ceux qui travaillent le font pour le bien, la liberté et la démocratie. Est-ce une stratégie de légitimation pour, à terme, rendre la guerre socialement acceptable ? Eh bien, les entreprises veulent d'abord gagner de l'argent. Et c'est le rôle des départements de relations publiques de présenter cela, bien sûr, comme une initiative de paix. Bien sûr, nous fabriquons des armes pour la paix. Mais on n'a jamais créé un monde pacifique avec plus d'armes. Cette logique devrait être évidente, même pour le plus stupide. Mais ce n'est pas le cas. On croit que tout le monde est contre la guerre. Mais seuls ceux qui doivent y aller sont contre la guerre. Ceux qui n'ont pas à y aller ne sont pas contre la guerre. Et en particulier, je vois ici toute une série de prostituées du temple de la guerre qui défilent dans les talk-shows et essaient de faire croire aux gens que la guerre est une chose formidable et que nous nous battons pour les valeurs occidentales. C'est absurde, car la guerre ne concerne jamais les valeurs. C'est exactement le contraire. La valeur la plus importante serait la vie humaine. Mais ces personnages qui veulent nous séduire ici utilisent la vie humaine pour leurs propres intérêts. C'est ainsi que je verrai. Et tout à l'heure, j'ai déjà expliqué pourquoi les politiciens occidentaux tiennent à prolonger la guerre. Diriez-vous, monsieur Baab, c'est une question très provocatrice que le projet de paix de l'Union européenne n'a été dès le début qu'une opération de relations publiques, une simple opération de communication, donc une autre forme de politique de puissance ? Non, le projet de l'Union européenne a bien sûr aussi été créé par des hommes politiques qui savaient ce que signifiait la guerre. Je ne pense pas seulement à Helmut Kohl, par exemple, mais aussi à Willy Brandt, qui a dit « La paix n'est pas tout, mais sans la paix, tout n'est rien ». Je pense aussi à des hommes politiques, comme Charles de Gaulle en France, qui a fait rédiger pour lui la Constitution de la Ve République, encore en vigueur aujourd'hui. Le président en France peut déclarer la guerre à d'autres pays sans demander l'avis du Parlement. De Gaulle l'a fait consciemment,
Car celui qui peut déclarer la guerre peut aussi y mettre fin sans demander l'avis du Parlement. Et Charles de Gaulle voulait mettre fin à la guerre d'Algérie et promouvoir la réconciliation avec l'Allemagne après 3 guerres dévastatrices, 1800, 70 871, 1900, 14 000, 900, 18 000, 940 à 1945. Mais les Français n'étaient pas encore prêts, tout comme les Allemands ne l'étaient pas non plus. Car chaque famille avait des morts. Et lui, qui pouvait contempler une mer de sang encore plus vaste grâce à sa propre expérience de vie que ses propres compatriotes, disait « Je ne peux agir autrement en accord avec ma personnalité et les pouvoirs conférés par la Constitution. Il a été très difficile pour la France de mettre fin à la guerre d'Algérie. Cela a provoqué de graves conflits internes. La réconciliation avec l'Allemagne a pris des décennies. Je le sais, car je viens de la région frontalière franco-allemande. Et pourtant, c'était une bonne décision. Ce genre de choses est possible entre les mains de personnalités politiques visionnaires comme Charles de Gaulle. Mais ce genre de choses devient un instrument dévastateur entre les mains de pygmées politiques que nous devons endurer aujourd'hui. Donnez-nous un peu d'espoir pour finir, monsieur Baab. Qu'est-ce qui devrait changer dans le paysage politique allemand pour que nous puissions à nouveau tendre la main à la Russie? Parce que ce scénario de 3 à 5 ans, où l'on attend simplement la fin de Donald Trump pour ensuite attaquer pleinement la Russie, c'est quand même assez effrayant. L'analyse exige une grande rigueur. Bien sûr, dans l'action, il faut rester plein d'espoir. Moi aussi, je suis une personne joyeuse. Mais pas dans l'analyse. Là, il faut aller au fond des choses. Et je ne peux dire qu'une chose aux gens en Allemagne, ayez pitié de vous-même. Ne laissez pas faire ce que les élites veulent vous imposer. Et ma recommandation politique est de réfléchir à l'idée de voter complètement et massivement contre le cartel des partis au pouvoir. Aucune voix pour l'Union chrétienne démocrate, les sociaux-démocrates, les libéraux-démocrates, les Verts ou la gauche. Choisissez les partis de la paix et portez la protestation contre les manigances de cette élite belliciste dégénérée et corrompue dans la rue. Ceci est absolument nécessaire. Sinon, la description claire du processus est la suivante. Les gens en Allemagne somnolent vers leur propre perte. Vous venez d'évoquer le parti de la paix. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour les Verts pendant des décennies. Maintenant, les Verts ont gouverné pendant un certain temps et sont passés d'un parti de la paix à un parti de la guerre. Les gens se sentent aussi un peu impuissants, pensant que leur voix ne compte pas car leurs choix ne sont pas mis en œuvre dans la politique réelle, même si initialement on parlait d'un parti de la paix. Si je prends maintenant les Verts comme exemple, la Rand Corporation américaine a clairement défini ce projet. Les Verts sont la porte d'entrée des stratégies bellicistes américaines. Et pour cela, on soutient la relève académique par le biais de fondations et d'organisations transatlantiques comme la Fondation Renaissance de Soros, l'Atlantic Brücke, les Young Global Leaders ou toutes ces organisations similaires. Il existe d'innombrables organisations qui agissent à travers des échanges d'étudiants, des bourses de doctorat, des invitations à des congrès. Et c'est ainsi qu'on se crée des alliés. Et la CIA en parle très ouvertement, en disant qu'ils essaient de s'attacher à cette élite académique, de la placer dans des positions de pouvoir, afin qu'elle fasse avancer les intérêts américains contre sa propre population. Ceci a par exemple parfaitement réussi lors de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. C'est contraire aux intérêts de leur propre population. Les Finlandais se plaignent aussi, car ils faisaient de bonnes affaires dans le commerce transfrontalier avec la Russie. Mais une petite élite de l'establishment politique à Helsinki l'a imposé. Et c'est comme ça que ça s'est passé ici aussi. Les Verts sont une secte belliciste transatlantique dangereuse pour la société. Et là, bien sûr, on s'adresse à des gens qui savent très bien qu'ils n'atteindraient jamais les sommets du pouvoir par leurs propres moyens, mais qui ont besoin de l'aide du grand frère et qui aiment aussi en profiter.
Et ceux-là se retrouvent alors en haut, ils sont promus à des postes officiels. C'est une stratégie ciblée que les Américains utilisent depuis l'année 1948 dans l'Italie d'après-guerre. On a aidé les démocrates chrétiens à prendre le pouvoir contre les communistes avec des valises d'argent, mais aussi avec une armée secrète appelée Gladio. Et c'est une stratégie bien rodée que les Américains utilisent en Europe depuis 1945. Et les Verts ont eu leur époque. Maintenant, les Américains vont essayer de tourner et de manipuler l'alternative pour l'Allemagne dans un sens transatlantique, afin qu'après les prochaines élections au Bundestag, une coalition entre l'alternative pour l'Allemagne et l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne suive une ligne transatlantique et une ligne belliciste. Je suis convaincu que les Américains y arriveront également. Magnifique mot de la fin, monsieur Baab. On devrait vous nominer pour le prix Nobel de la paix. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, mais aussi le plus honnête. Et je crois que l'honnêteté, même si ce monde semble très chaotique et agité, finira toujours par triompher. Et je ne peux vraiment qu'espérer qu'à travers un tel format, nous contribuons à ce que des personnes deviennent plus visibles et qu'elles puissent finalement réaliser leurs rêves parce qu'elles sont en quête de vérité. Merci pour votre action, engagement et tous mes vœux de réussite, monsieur Baab.